Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode du CQFR. Pas d'Antoine Pimel cette semaine, il prend un repos bien mérité, donc c'est moi qui ai la lourde charge de le suppléer. Je suis rejoint par Shai Mamou comme chaque jour pour le CQFR, comme vous en avez l'habitude. On vous souhaite bien entendu, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Si vous ne fêtez pas de Noël, on espère que vous avez passé un super week-end. Et puis nous, on est de retour pour vous parler de l'actualité de la NBA. Petit rappel avant tout, hier 25 décembre, on vous avait quand même fait ce petit cadeau. On avait préparé un podcast un peu particulier en décernant nos awards de l'année 2023. Donc c'est des trophées un petit peu décalés. Si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, on vous encourage à le faire. D'autant qu'il y a un exemplaire de notre livre Une saison en enfer à gagner. On vous laisse écouter le podcast pour avoir toutes les modalités. On remercie déjà à tous ceux qui ont participé, qui ont commencé à participer au concours pour leur participation. Il y a des trucs vraiment, vraiment top dans les commentaires. Encore une fois, on vous encourage à aller voir les commentaires des autres si ça vaut le détour. Voilà. Et Shai, alors ravi de te retrouver. Comment ça va toi? T'as passé un bon week-end? Ouais, ça va mieux, ça va mieux. L'air de la Ouais. Normandie, pour Noël, je pense, m'a fait un peu de bien. Donc là, on vient requinquer pour finir 2023, comme il se doit. Aussi fort Et que Luka Doncic peut-être. ah bah, mais transition cousu d'or là, parfait. On va commencer forcément avec ce match hier entre les Suns et les Mavericks. Cette confrontation, quand même, cette rivalité Suns-Mavericks, c'est une des plus cool quand même qui est, je trouve, ces dernières Ouais, années là. On sent que derrière les sourires, tu sais, il y a les dents qui grincent, les dents du fond qui grincent derrière les sourires, que ce soit du côté ouais. de Devin Booker ou de Luka Doncic. Hier, c'est tout simplement Luka qui s'est offert le scalp des Suns. Victoire 128-114 des Mavs avec 50 points pour Luka Doncic, la troisième plus grosse performance pour un match de Noël. Alors, j'allais sortir les stats. Je sais qu'il y a Will Chamberlain qui est devant lui Ouais. et l'autre, ça doit être Elgin Baylor, c'est ça, si je me trompe Alors, pas? non, le numéro un, c'est Bernard King avec 60 Ah, points. Bernard King, bien sûr. Will Chamberlain, 59 et avec 50 aussi, il y avait Rick Barry, que Luka a égalé hier. Une grosse perf. On sait que voilà que Luka a toujours envie de se faire les Suns. Euh, En gros, Phoenix a jamais trouvé la solution face à Luka. Ils ont tout tenté pourtant, des prises à deux, Ouais. des défenses simples. Soit ils scoraient, soit ils libéraient les ballons dans les bons timings. Parce que je vous ai dit 50 points, mais attention, 15 sur 25 au tir, 6 rebonds, 15 passes, 4 interceptions. Il était déterminé à prendre ce match. C'était mort. Il y avait le combo bandeau, sourire carnassier. Je pense que c'était pas beaucoup de chance pour les Suns. Même s'ils sont revenus quand même dans le troisième, ils ont fait un gros troisième carton. Et au final, Dallas a quand même gardé le contrôle, repris le contrôle. Et Luka a joué merveilleusement bien avec cet enthousiasme un peu contagieux. Même après le match, tu sais, même parfois après des victoires, parfois tu sens qu'il n'a pas trop envie de parler aux médias. Là, il était vraiment dans un bon mood. Tu sens que le match lui a plu, que l'équipe lui plaît actuellement, même sans Kyrie. C'est ce qu'il a aussi exprimé après. Et ouais, match énorme, quoi. 50 points, 14 passes, 6 rebonds, 4 interceptions, 3 contre, 15 sur 25. Enfin, et surtout, il a réussi à faire jouer les autres au moment où Phoenix revenait bien dans la partie, notamment grâce à Devin Booker et Grayson Allen qui finit avec 32 points. Les Mavs ont réussi, je pense que le plus gros accomplissement au-delà de la perf individuelle de Luka, c'est quand même qu'ils ont réussi à limiter Kevin Durant et Devin Booker, ce qui est pas une mince affaire. KD, si je ne dis pas de bêtises, alors, il a pris que 11 tirs dans mon souvenir et il finit avec 16 points à 4 sur 11 et Booker 20 points à 6 sur 14. Donc voilà, tu joues contre les Suns, tu as ces deux-là qui sont au max à 20 points. C'est quand même un bel exploit défensif déjà et ça a confirmé cette passe compliquée pour les Suns. KD est frustré, ça se voit, il l'a confié même avant le match. La blessure de Bradley Beal, ça le frustre. Le fait que les Suns aient du mal à jouer aussi bien qu'il l'aimerait le frustre et ça débouche sur des matchs comme ça où un petit peu fade de leur côté et quand tu as un mec en face qui est dans la forme de Luka Doncic, je pense qu'il rentre dans les perfs all-time de Noël. Tu sais, chaque année, on reposte un peu les meilleurs perfs all-time de Noël. Je pense que là, il s'est plutôt solidement placé pour la suite là. Ouais, c'est clair. Et non, mais t'as raison de parler aussi du mauvais passage des Suns qui ont perdu 9 de leurs 11 derniers matchs. De toute Ouais. façon, quand Grayson Allen finit meilleur scoreur, tu sais que le plan défensif de l'équipe adverse a fonctionné. En Ouais. gros, c'était bon, bah, s'ils veulent nous battre, ils pourront nous battre, mais il faut que ça soit les remplaçants qui mettent leur shoot. Et là, ça n'a pas suffi, effectivement. On peut aussi noter la belle perf en sortie de banc de Chimezie Metu qui finit avec Ouais. 23 points, 19 rebonds.
Mm. Donc voilà, ça c'était du côté des Suns pour se refaire un petit peu, pour regarder du côté positif. Derrière, effectivement, bon, bah, du côté des Mavs, il y avait rien de plus à dire. Belle perf aussi quand même, double-double pour Derek Lively avec 20 points d'Irbon. Toujours bien Lively, hein, mais je pensais à un truc, pour rebondir sur un truc que tu disais tout à l'heure sur la rivalité. C'est vrai, parce que il y a pas longtemps, ils se sont affrontés dans des finales de conf. Enfin, on sait que ça s'est un peu charrié entre Booker, Doncic. Tu sens que c'est des matchs, voilà. Mais en écoutant le match, donc je l'écoutais sur League Pass, et donc c'était Michael Wilbon qui commentait, et il disait: je comprends pas pourquoi les Suns se révoltent pas par rapport à la rivalité, etc. Mais en fait, quand tu regardes, il y a que Booker qui était là dans la dernière fois qu'ils se sont vraiment affrontés en playoff. L'équipe, elle a beaucoup changé, en fait. C'est Donc, clair. ouais, il y a, dans le fond, pour les fans, il y a toujours ce truc-là, parce que les Mavs ont un peu moins changé. Un peu, hein, parce qu'ils ont changé aussi, mais c'est plus pareil. Il y a que Booker qui a cette espèce d'historique où il sait qu'en face, c'est des mecs qu'il est censé pas aimer. Mais je trouve que ça marque bien, ça symbolise bien l'espèce de quête d'identité qu'il y a chez les Suns où bon, c'est l'équipe de Booker, il y a KD qui est quand même là, qui est pas un joueur anodin. Toujours pas de Bradley Beal. Autour, le supporting cast a beaucoup changé et ça, je pense que ça symbolise aussi leur difficulté à se trouver. Je dis pas qu'ils vont pas se trouver avant la fin. On a déjà vu des équipes qui se trouvaient une identité bien avant, enfin, après un début de saison difficile, donc ce sera peut-être leur cas. Mais pour l'instant, c'est très poussif. Ouais, c'est clair. Allez, on va enchaîner avec l'autre grosse affiche, du moins d'un point de vue historique de Noël. Il y avait un Lakers-Celtics. C'était depuis 2008. Ça, c'était pas produit pour un match de Noël. Ouais. Victoire relativement facile des Celtics, 126-115 sur le parquet des Lakers. Relativement facile parce que c'est vrai que finalement les Lakers sont revenus au score, mais Boston n'a jamais vraiment été inquiété. Ils ont commencé en mettant un 12-0. Dès le Ouais. départ, ils ont donné le ton en partant très vite. C'est simple. Le fantastique 5 majeur de Boston a été incroyable. Aucun joueur en dessous des 18 points. Porzingis qui finit avec 28 points, 11 rebonds, meilleur score de son équipe. Derrick White qui finit avec 18 points, 11 passes. Voilà, peut-être meilleur distributeur. Tatum, 25 points, 8 rebonds, 7 passes. Parfait dans son profil all-around qu'on apprécie tant. Voilà, Jalen Brown, 19 points. Bref, tout a fonctionné pour les Celtics. Il a quand même fallu faire face à comment dire, à Anthony Davis qui est vraiment en très grande forme en ce Ouais. moment. 40 points, 13 rebonds, 4 passes. Il était énorme à l'intérieur. Derrière, il y avait quand même pas grand chose à noter. LeBron en petite forme, du moins à la réussite en tout cas, et qui finit pas si loin du triple-double. Enfin, ouais, 16 points, 9 rebonds, 8 passes, 5 sur 14 au tir. Mais j'ai eu le sentiment que dès le départ, il y avait quand même une classe d'écart entre cette équipe de Boston et ces Lakers. Il n'y a jamais vraiment eu débat, je pense. C'est ça. Bon, il y a une classe d'écart entre Boston et beaucoup de monde. De toute façon, cette année, C'est quand il y vrai, a absolument. ce 5-là dont tu parlais, je pense que c'est le meilleur 5 de la ligue aujourd'hui. On parle souvent des Nuggets à juste titre, hein, ils ont été champions, mais les Celtics, quand ils ont ces 5-là en même temps, il y a une impression de facilité, de sérénité. Ils trouvent toujours une option. Voilà. Alors là, c'est Porzingis qui brille le plus offensivement, mais ils ont réussi à alterner, ça circulait bien. Défensivement, n'en parlons pas, hein. Voilà, c'est très très fort avec Holiday en chef de file. Mais ouais, là, il y avait encore cette classe d'écart, cette classe collective d'écart, parce qu'individuellement, les Lakers arrivent à ponctuellement faire des choses. Anthony Davis, c'est tout à son crédit, est vraiment très très bon cette saison. Il enchaîne les forts matchs offensifs et c'est aussi ce qui est inquiétant. C'est-à-dire que même avec Davis à 37, 40 points, les Lakers ne gagnent pas les matchs là, depuis cette fameuse victoire en NBA Cup dont on n'arrête pas de parler. Ça fait 6 défaites en 8 matchs et alors c'est pas la plus c'est pas la plus honteuse, hein. Tu joues contre les Celtics, même si tu es à domicile, les Celtics sont vraiment forts. Mais voilà, LeBron l'a dit après le match lui-même, ils sont pas en bonne santé. Je pense que lui-même se considère pas en bonne santé. Il a pris un coup au genou dans un duel avec Jalen Brown en début de match. Alors, il est resté quand même quelques temps au sol et après, il est reparti parce que c'est LeBron. mais il a dit lui-même, on n'est pas armé physiquement ou en tout cas au niveau de la santé pour rivaliser avec les meilleures équipes. Il les a citées. Il a parlé de Boston, évidemment. Il a parlé de Minnesota, d'OKC. C'est des équipes dont les meilleurs joueurs sont en bonne forme physique et ça fait la différence. Et je pense que c'est vrai. Même avec ce que peut tenter Darvin Ham ici et là dans des changements de line-up, un coup D'Angelo Russell titulaire, un coup il n'est pas titulaire. Autour, les mecs Vanderbilt, Taurean Prince, Hachimura, enfin ça bouge, mais il manque quelque chose. Voilà, on va pas tous les jours dire qu'ils sont ou inquiétants, mais en ce moment ça va pas très fort et ils vont devoir. On n'est pas, si tu veux, on n'est pas encore, je pense, au stade où LeBron va aller taper à la porte de Pelinka et dire bon, il va falloir changer un peu l'effectif, comme on suppose qu'il a pu le faire par le passé. Il
il m'a pas semblé complètement abattu après le match, mais quand même en quête de solutions et conscient que l'équipe était pas au niveau des meilleurs, tout simplement pour le moment. Ouais, c'est clair. Et même en termes de rythme, en fait, en tout cas sur le début de match, c'était flagrant. En fait, une équipe de Boston qui a commencé tambour battant en mettant énormément de rythme et d'intensité. On a senti que les Lakers, il fallait une espèce de lente mise en route. Et ce qui était encore plus inquiétant, c'est que finalement, j'ai trouvé que rapidement, LeBron était peut-être un des joueurs les plus en intensité dans cette Mm. équipe des Lakers. Derrière, enfin, voilà, je pense que pour le coup, c'est pas faux de parler de santé ou du moins de fatigue. Moi, j'ai trouvé quand même que cette équipe des Lakers avait l'air fatiguée. Ouais. On est juste à la trêve de Noël. C'est peut-être quand même un petit peu inquiétant pour la suite si vous êtes fan des Angelenos. Allez, je te propose qu'on enchaîne direct avec l'autre grosse affiche d'un point de vue basket hier. Il y avait un Nuggets Warriors qui a longtemps été serré. Ouais. Victoire 120-114 de Denver. Malgré tout, tu vas me dire ce que tu en as pensé, mais moi j'ai trouvé que Denver avait jamais vraiment été inquiété. J'ai le sentiment qu'ils avaient un peu la main sur le match. Et là aussi, j'ai trouvé que c'était un match qui jouait deux équipes qui sont les plus agréables à voir jouer d'habitude. Et là, j'ai trouvé que c'était pas un match Ouais. aussi kiffant qu'on aurait pu le penser. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de fatigue, c'était un peu mou. T'as l'impression que limite que les mecs étaient un peu dégoûtés de jouer un 25 décembre ou je sais pas s'ils avaient mal digéré, mais tu sentais que c'était pas les Warriors et les Nuggets qu'on est habitué à voir jouer. Ouais, c'est possible. Les Warriors m'ont semblé un peu plus fatigués, mais peut-être parce ils ont quand même donné pas mal d'efforts récemment pour enchaîner les victoires et revenir bien. Je pense que on peut le voir avec Curry et Thompson qui finissent à 18 et 9 points, alors que les deux étaient quand même bien chauds ces derniers temps. Et du côté des Nuggets, bon, tu as dû voir Steve Kerr à la fin du match en conf de presse qui était scandalisé par l'arbitrage global en NBA, pas ces arbitres-là spécialement ce soir, mais parce qu'il considère que les Nuggets, justement, étaient défendus correctement par ses joueurs, qu'ils ont fait les efforts suffisants pour les défendre, notamment Jokic, mais que les coups de sifflet, Jokic allait 18 fois sur la ligne, 18 sur 18 au lancer, ça a évidemment fait la différence. Après, je ne vais pas dire, moi, les coups de sifflet étaient un peu trop gentils. Bon, sur un sentiment global, oui, je trouve que ça siffle parfois trop facilement et que les défenses sont moins, peuvent moins défendre tout simplement comme à une certaine époque. Mais je suis d'accord, c'était l'impression de deux équipes un peu qui tiraient un peu la langue et qui ont quand même essayé de faire le max. Et au final, les Nuggets, avec un bon Jamal Murray notamment, 28 Décisif points, sur la fin. 28 points, ouais, 28 points, 10 sur 18, très bon sur la fin. Voilà, je les ai trouvés plus. Ils ont été plus solides mentalement et en face, il y a eu un peu de frustration, un peu de fatigue, rien de grave par rapport à leur très bonne série récente. Je pense qu'ils restent quand même bien focus par rapport à ce qu'on a pu voir avant leur bonne série. Mais ouais, match un tout petit peu décevant peut-être par rapport à ce qu'on pouvait espérer entre les deux équipes. Ouais, c'est ça, mais tu parles de Jokic, hein, qu'il a longtemps été maladroit. Il a commencé en étant à 1 sur 8 au tir, quelque chose comme ça. Par contre, il a rien raté sur la ligne. J'ai trouvé que du côté des Nuggets, on ne retrouvait pas vraiment leur jeu de passe. En fait, il y avait beaucoup de jeux en isolation, de jeux 1 contre 1 d'à peu près tout le monde. Pour le coup de gueule de Steve Kerr, je t'avoue que sur ce match-là, j'ai un peu actuellement à comprendre. Quand tu voyais les ralentis, il y avait quand même souvent faute. Ouais. Voilà, le mec, c'est le mec, Jokic est le joueur le plus dominant du game actuellement. Je pense pas que ça soit là que ce soit passé que les Nuggets que les Warriors aient perdu le match. Je pense par contre que la défense de Denver était quand même plus sérieuse que celle des Warriors tout du long. On sent là que Draymond Green manque forcément, hein, que ce soit dans l'animation du jeu offensif ou en défense. Et quand même s'il faut regarder du côté positif, oui, attends, j'ai donné les stats de Jokic quand même sur ce match-là. Il finit avec 26 points, 14 rebonds, 8 passes. Michael Porter Jr. 19 points, 10 rebonds. Aaron Gordon 16 points, 10 rebonds. Jamal Murray, comme tu l'as dit, à la fin, il met un 3 points vraiment décisif qui fait que les Warriors, je vais pas dire qu'ils peuvent pas revenir, mais qui enterrent un petit peu leur chance de comeback. Donc les titulaires ont été très bons. Et du côté des Warriors, par contre, j'ai trouvé Andrew Wiggins excellent en sortie de banc. Il finit avec 22 points, 7 sur 11 au tir. Il a quasiment rien raté. Il était bon pour le coup des deux côtés du terrain. Et même on le voyait sourire par moment, tu vois, après ses paniers marqués. Ça, c'est bon. On va pas tout le temps chercher les aspects positifs du côté des Warriors, mais ça, par contre, si c'est quelque chose qui doit se confirmer, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut changer la donne, du moins en partie pour les Warriors, avec un retour à venir de Draymond Green. Si Wiggins se remet vraiment à jouer comme il est capable de le faire, ça peut vraiment changer énormément de choses. C'est ça, il commence à régler petit à petit les problèmes qu'on a vus ici et là. Il n'y avait pas que l'histoire de Draymond Green, c'était un peu l'éléphant dans la pièce, Draymond Green, mais Draymond d'ailleurs qui revient logiquement, il parle d'une absence entre 11 et 13 matchs, je crois.
Donc on verra ce qu'il en est. Mais oui, ils règlent petit à petit leurs soucis. Klay Thompson revient dans une belle forme offensive. Je ne parle pas du match de ce soir qui peut-être c'est un match isolé, mais il restait sur une très très grosse série. Et Wiggins qui a l'air, c'est pas le premier match où il revient bien. D'ailleurs, il a montré un peu plus d'allant, un peu plus de presque d'épanouissement qu'on lui retrouvait pas ces derniers temps. Et s'il règle petit à petit chacun les soucis, je pense que Golden State va pouvoir tranquillement remonter à une place un peu plus digne de la sienne. Ouais, et hier, parmi les équipes qui ont pu se venger, ou du moins, comment dire, inverser un peu la tendance, il y a les Knicks qui ont réussi à s'imposer face aux Bucks. Ça faisait un moment que New York n'avait pas réussi à battre Milwaukee. Victoire 129-122 de New York, une victoire voilà, quand même impressionnante, hein, parce qu'on sentait qu'ils le voulaient ce match-là. Dès le départ, d'ailleurs, ils ont collé un premier carton énorme. Ils ont claqué 36 points dans le premier carton face à la défense de Milwaukee. Des Knicks, encore une fois, emmenés par Jalen Brunson à 38 points. Qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire de New York? Je me suis dit, je suis content, pour une fois, j'ai eu raison, parce que je me mélange entre nos podcasts. Les bilans des pronostics. Ouais, c'est ça. Non, mais je crois que dans ce à quoi il fallait répondre, tu avais fini par une question sur les Christmas Games. Et j'avais annoncé 43, victoire des Knicks, 43 points de Brunson, j'étais pas si loin. Pas loin du tout. Il était à 38 points, mais ce que je retiens, c'est que récemment, tu as raison, j'avais vraiment l'impression que les Bucks mettaient des roustes. En plus, c'était pas juste des victoires contre les Knicks, c'était vraiment des raclés. La dernière en date, samedi, je crois, ils avaient joué à Milwaukee contre les Knicks. Et là, après donc 9 victoires de suite pour Milwaukee contre les Knicks, les Knicks se sont fait un peu violence. Et derrière, Jalen Brunson, qui est d'une fiabilité à toute épreuve, qui est vraiment le patron de cette équipe, qui a été cette fois épaulé par Julius Randle, 24 points, Emmanuel Quickley, dont on n'entend plus trop parler dans les rumeurs de trade, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je pense, parce que je trouvais ça un peu anormal vu son impact en sortie de banc. C'est un des meilleurs 6e hommes de la ligue, pour moi, ça ne fait aucun doute. Il met 20 points. Et même avec le trio Giannis, Lillard, Middleton, ensemble, ils compilent quand même 88 points. 64 pour Giannis et Lillard, mais 88 points et tu perds pas. Quand t'es les Knicks, c'est vraiment bien. Donc, bonne prestation de New York lors de ce Christmas Game. Bah, complètement. Allez, je vous donne les stats de Giannis, quand même 32 points, 13 rebonds, 6 passes. Chris Middleton, 24 points, 2 rebonds, 6 passes. Et la stat la plus importante, 33 minutes passées sur le terrain. Et pour Damian Lillard, 32 points, 10 sur 21 au tir, 8 passes. Donc effectivement, là par contre, c'est un petit peu le supporting cast, entre guillemets, qui a vraiment été insuffisant de part et d'autre. Je sais toujours pas quoi penser de Marjon Beauchamp, notamment, à qui on prête un gros potentiel, mais quand même... T'as l'impression qu'il a tous les outils quand même pour se faire une place dans cette équipe et dans cette ligue. Après, c'est toujours, avec les jeunes joueurs, c'est toujours dur d'être dans la constance. Là, il finit avec 0 points par exemple. Bon, il a peu joué, 6 minutes. Mais tu sens qu'il manque quand même il manque quelque chose dans la longueur de banc de cet effectif de Milwaukee pour être ambitieux. Pour Beauchamp, il lui manque la confiance du coach aussi, j'ai l'impression, parce que c'est vraiment des va-et-vient. Un coup, tu as l'impression qu'il lui laisse sa chance, puis là, 5-6 minutes par-ci, par-là. Alors, c'est peut-être dû à ce qu'il voit tous les jours et il l'estime justement insuffisant, mais ouais, il a les outils normalement. On l'a vu sur des séquences être très bon. Giannis a toujours dit du bien de lui. Mais ouais, la profondeur va peut-être être c'est une des questions pour Milwaukee d'ici la fin de la saison. Eux aussi ont le temps de résoudre ce problème-là, que ce soit via des recrutements ou via des promotions en interne. On verra. C'est pas. Ils restaient quand même sur une très très belle série aussi de victoires, Milwaukee. Donc, moi j'ai un peu tendance à considérer ces matchs-là, comme tu disais, avec des mecs qui n'ont pas toujours envie d'être là. Ils se disent bon, je serais bien resté en famille, manger un peu plus de bûches plutôt que d'aller me coltiner des babards en face. Mais donc, moi, je prends ça comme une parenthèse et je considère que Milwaukee est quand même toujours sur une bonne dynamique pour l'instant. Ouais, carrément. Allez, on va finir avec le match le plus flamboyant de la journée, le Hackers Game. 119-113 pour Miami face à Philadelphie, avec une addition du côté de Jaime Jaquez à 31 points, 10 rebonds en 39 minutes. Il a été énorme pour le hit. Il n'a pas été le seul, hein, quand même. On va y revenir, mais il y a d'autres joueurs qui ont vraiment fait le taf. Il faut quand même rappeler qu'il n'y avait ni Jimmy Butler, ni Joel Embiid. Donc voilà, affiche un petit peu différente de celle à laquelle on aurait pu s'attendre. Mais voilà, belle performance en tout cas du hit qui repart avec la victoire. Il est incroyable, Rakies, hein, franchement, c'est... Il est en train de... Alors, je dis pas qu'il est en train de remettre en cause la course du titre de rookie de l'année, mais c'est pareil, il a
ce trait commun avec Holmgren qui est une efficacité où tu as l'impression que les mecs sont là depuis 5, 6, 7 ans déjà, ils sont déjà très responsabilisés. Et là, alors même s'il n'y a pas Embiid en face, c'était quand même une équipe des Sixers très très compétente. Et là, 31 points, dire bon à 11 sur 15, il est juste excellent. C'est marrant parce qu'il avait dit avant le match, j'ai coché 2 dates, enfin 2 destinations, 2 dates et une destination. Donc il a hâte de jouer à Los Angeles parce que c'est un Californien, qu'il est de là-bas, donc il a avec sa famille qui sera là. UCLA. Voilà. Et il voulait absolument briller lors d'un Christmas game. Je sais pas, il avait des souvenirs d'enfance de matchs de Noël. Il savait que le hit serait diffusé en télé nationale. Donc il voulait briller. Et tu vois, j'aime bien ces mecs qui se disent bon, bah, j'ai coché celui-là, donc je vais être bon ce soir-là. Il a un mental, une maturité. Alors, c'est pas un rookie qui était freshman à la fac. Il a quand même des années d'expérience, mais c'est un super choix de la part du 8. Je pense qu'on aura de cesse de le répéter tout au long de la saison. C'est un type extrêmement fiable et ça n'a pas de prix aujourd'hui. Parce que les rookies sont pas censés être les joueurs les plus fiables et Miami arrive toujours notamment Miami, arrive à sortir ce genre de joueurs comme ça qui deviennent instantanément des joueurs hyper importants de rotation qui ne te coûtent rien pendant un temps. C'est de la compétence aussi de la part du staff. Ouais, c'est clair. Et puis, compétence aussi du côté défensif, parce que le Heat a réussi à tenir Tyrese Maxey à 12 points. Voilà, 12 points, 3 rebonds, 5 passes pour Tyrese Maxey, 4 sur 20 au tir. Derrière, c'est Tobias Harris avec 27 points, 7 rebonds, 6 passes. Et Kelly Oubre avec 25 points, 7 rebonds, qu'on fait le plus gros de l'animation du score. Je note quand même les 18 points de Tonga Mo Bamba en sortie de banc du côté de Philly. Il existe toujours. Il est là. Voilà, exactement. Et pour finir sur la partie stats, il y a quand même énorme match encore de Bam Adebayo. Vraiment, cette saison, je le trouve... il est fort. Très fort. Il est énorme. 26 points, 15 rebonds, 5 passes, 9 sur 15 au tir. Il a vraiment été le baromètre de cette équipe. Et il y a une stat, moi, qui m'a plu quand même. Kevin Love, sorti du formol. 16 minutes sur le terrain. En 16 minutes, il a signé 8 points à 2 sur 3 au tir. Tu dis, ok, mais il a chopé 10 rebonds et 5 passes. 10 rebonds, 5 passes en 16 minutes. Ouais. Moi, je trouve ça dingue, mais bref. Voilà, belle perf de Miami. C'est une machine, c'est quand même un mec qui a fait des matchs au rebond. C'est pas le plus grand, c'est pas le plus athlétique, mais il a toujours ce sens du rebond et ça va compter aussi pour Miami si on les envisage encore. Je sais que tu les envisages et que tu les espères en playoff sur un run un peu sympa. Kevin Love, il est important. C'est clair. La question, toujours, ce qui est fou, c'est vraiment les chaises musicales, parce que cette équipe du Heat a toujours pas vraiment eu son roster au complet de la saison. Là, c'était Jimmy Butler qui était out. Duncan Robinson aussi, très bon en sortie de banc, 16 points, 4 rebonds. Bref, voilà, du classique Miami. Oui, je me rappelle plus. Je sais que Antoine avait pronostiqué une victoire du Heat, vu que c'était à Miami. On s'était dit, bon, les Sixers vont sortir la veille sur South Beach. Ça sent bon pour Miami. Voilà, c'était le dernier de ces matchs de Noël, tout simplement. Voilà, nous on vous donne rendez-vous demain et à CQFR tous les matins cette semaine. Une petite late session ce soir, Shai? Absolument, on sera fidèle au poste. Enfin, je serai là. Peut-être un peu plus une émission. Je dis ça à chaque fois, mais quand je suis tout seul, je dis émission un peu raccourcie, mais nos laters sont toujours un peu bavards et c'est très bien. Donc, je serai fidèle au poste à 23h. Soyez là. Voilà, donc retrouvez Shai sur Twitch ce soir. Allez écouter, prêtez une oreille au podcast d'hier sur nos NBA Awards 2023 pour, si vous voulez, écouter le podcast et ou participer au jeu, essayer de gagner un exemplaire d'une saison en enfer. Et nous, on vous dit à demain. Ciao à tous. À demain.